Je m'appelle Harrison, j'ai 34 ans. Après 10 années épuisantes à consacrer chaque once de mon âme, ma patience infinie et mon salaire durement gagné à la famille de ma femme, j'ai passé la soirée de mon anniversaire à contempler une pizza surgelée à la croûte en carton, posée non décongelée sur le comptoir de ma cuisine. Alors que j'étais là, dans la cuisine sombre, à digérer le manque de respect absolu et écrasant de la situation, je me suis souvenu de ce qui s'était passé exactement 7 jours plus tôt. Ma femme, Clara, avait organisé une fête extravagante et professionnelle dans le jardin pour son jeune frère. Quand j'ai calmement demandé pourquoi mon anniversaire ne méritait même pas une fraction de cet effort, elle m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui ont finalement brisé mes illusions. Elle a dit, « Tu n'es pas vraiment du genre à célébrer, Harrison. Tu es toujours si discret. » Elle a humilié toute mon existence, là, dans mon propre salon, riant avec sa mère tout en traitant ma présence comme une obligation à l'enterrement d'un parent éloigné. Mais il y a un détail énorme qu'elle et ses parents profondément arrogants ignoraient. Ils ne savaient pas que j'avais un accès complet et sans restriction aux relevés de cartes de crédit cachées, aux documents immobiliers qu'ils laissaient négligemment traîner sur le disque cloud familial, et aux commandes administratives principales de toute leur vie numérique et financière. Et en ce moment même, alors que je vous parle aujourd'hui, ce sont eux qui supplient agressivement pour une seconde chance qu'ils n'obtiendront absolument jamais. Avant que je ne vous dise exactement comment j'ai chirurgicalement démantelé leur petit monde confortable, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez fermement que la loyauté et le respect doivent aller dans les deux sens dans un mariage. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun de vos messages. Maintenant, revenons à ce froid mardi matin où le bandeau est finalement tombé de mes yeux pour toujours. Je me suis réveillé ce matin-là avec le genre d'optimisme naïf et désespéré que seul un homme le jour de son 34e anniversaire peut rassembler. Je pensais vraiment que peut-être, juste peut-être, cette année serait différente. Je ne demandais pas une grande parade coûteuse. Je n'avais pas besoin d'une montre de luxe ou de vacances surprise dans un complexe insulaire. Je voulais juste une reconnaissance humaine fondamentale. Je voulais que la femme que j'ai épousée me regarde et reconnaisse que j'avais survécu une autre année sur cette terre. Je voulais sentir que je comptais pour la personne qui dormait dans le lit à côté de moi. Je suis sorti du lit doucement car Clara était encore profondément endormie, son masque de sommeil en soie tiré sur ses yeux. J'ai pris une douche dans la salle de bain principale, je me suis rasé soigneusement et j'ai mis une belle chemise boutonnée et repassée. Je suis descendu à la cuisine, mon cœur battant un petit rythme pathétique et plein d'espoir contre mes côtes. Je m'attendais pleinement à voir une carte de vœux posée contre la cafetière, peut-être un post-it avec un smiley laissé sur l'îlot de cuisine. N'importe quoi. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par les restes désordonnés et inconsidérés du raid nocturne de Clara dans le frigo. Il y avait des pots de yaourt vides et secs éparpillés sur le comptoir en granit coûteux. Il y avait une cuillère qui trempait dans un bol d'eau trouble dans l'évier. La cuisine était d'un silence de mort, totalement dépourvue de ballons, de serpentins ou de toute indication que l'homme qui payait la lourde hypothèque de cette maison était né ce jour même. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai vérifié l'écran. Rien, pas un seul message texte, pas un appel manqué. La seule notification que j'avais était un email générique automatisé de mon dentiste me rappelant que mon nettoyage semestriel était dû. Je me suis fait ma propre cafetière de café noir, je l'ai bu dans le silence assourdissant de ma cuisine vide et je me suis connecté à mon ordinateur de travail dans le bureau à domicile. La journée s'est écoulée avec une lenteur angoissante et lourde. Je travaillais à distance, m'enfouissant dans des feuilles de calcul denses, des emails de clients et des projections trimestrielles, essayant désespérément d'ignorer le sentiment de vide et de naufrage qui grandissait dans ma poitrine. Chaque fois que mon téléphone vibrait contre le bureau en bois, je me jetais dessus. C'était toujours un collègue de travail demandant un fichier ou un appel indésirable concernant des garanties automobiles étendues. À 15 h de l'après-midi, l'algorithme de Facebook avait généreusement informé quelques parents éloignés que c'était mon anniversaire, ce qui a entraîné une poignée de messages génériques copiés-collés de personnes que je n'avais pas vues depuis ma remise de diplôme du lycée, mais de ma femme. De ma belle-mère Béatrice, de mon beau-père Howard, de mon beau-frère Julien, l'enfant prodige, un silence absolu et retentissant. À 18 h du soir, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers le salon. J'ai entendu le bruit lourd et familier du SUV de Clara qui se garait dans l'allée. Mon cœur m'a encore trahi, faisant ce même saut pathétique et plein d'espoir. Je suis resté assis dans le fauteuil du salon, un livre à couverture rigide ouvert sur mes genoux que je ne lisais pas réellement. J'ai attendu qu'elle franchisse la lourde porte d'entrée.
J'ai attendu la grande surprise. J'ai attendu qu'elle sorte un beau gâteau d'une boîte de pâtisserie et s'excuse abondamment d'avoir fait semblant d'oublier mon anniversaire toute la journée. La porte s'est ouverte. Elle est entrée, portant 2 sacs d'épicerie en plastique et son lourd sac de sport en bandoulière. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas souri. « Salut », a-t-elle dit sèchement, les yeux rivés sur l'écran lumineux de son smartphone alors qu'elle enlevait négligemment ses chaussures de course coûteuses dans le couloir. Elle est passée juste devant moi, est entrée dans la cuisine et a jeté les sacs d'épicerie sur le comptoir avec un bruit lourd et dédaigneux. J'ai entendu le son distinct et déprimant d'une boîte de surgelés frappant le comptoir stratifié. Elle a déballé une brique de lait d'amande, l'a poussée au hasard dans le réfrigérateur et a laissé la boîte en carton sur le comptoir. Puis, sans un second regard dans ma direction, elle a attrapé son sac de sport et est montée à l'étage pour prendre une douche. Je suis resté figé dans mon fauteuil pendant 5 bonnes minutes. Je lui ai accordé le bénéfice du doute absolu. Je me suis dit qu'elle redescendrait sûrement, se frapperait le front dans une démonstration théâtrale de prise de conscience et dirait qu'elle était incroyablement désolée. J'ai attendu. J'ai écouté les tuyaux d'eau vibrer alors que la douche à l'étage s'allumait. Quand l'eau s'est finalement arrêtée et qu'elle n'est pas réapparue, j'ai enfin trouvé la force de me lever. J'ai marché lentement jusqu'à la cuisine et là, c'était l'aboutissement grandiose de mes 10 ans de mariage. Une pizza au pepperoni à croûte en carton de l'étagère du bas. Elle était encore hermétiquement scellée dans son emballage plastique. Elle n'était pas préchauffée. Le four était complètement froid. Elle n'était même pas accompagnée d'un post-it hâtif disant qu'elle la cuirait plus tard. Elle était juste là, transpirant légèrement à température ambiante, ressemblant à une pensée après coup, pathétique et abandonnée. J'ai fixé cette pizza jusqu'à ce que ma vision se brouille littéralement, puis mon téléphone a sonné dans ma poche. Je l'ai sorti avec des doigts tremblants. C'était un message texte de Clara, qui était confortablement assise dans notre chambre, à exactement 6 mètres au-dessus de ma tête. Congrats Harrison. 2 mots, 14 caractères, pas de ponctuation, pas de point d'exclamation, pas de « joyeux anniversaire », pas de « je t'aime », juste « congrats ». Comme si j'avais réussi à renouveler l'immatriculation de mon véhicule ou finalement nettoyer les feuilles des gouttières. Laissez-moi vous brosser un tableau vivant de la raison pour laquelle ce moment précis et isolé m'a complètement brisé. Exactement une semaine plus tôt, Clara avait organisé pour son frère de 28 ans, Julian, la fête d'anniversaire de la décennie. Je parle d'une fête de jardin massive et généreusement financée. Elle a loué une tente d'événements blanche géante qui occupait toute notre pelouse manucurée. Elle a engagé une entreprise de traiteurs haut de gamme qui se promenait en servant des mini-burgers de bœuf wagyu et des frites à la truffe et au parmesan sur de véritables plateaux en argent. Elle a installé une fontaine de champagne illuminée et imposante. Elle a même engagé un photographe professionnel avec un drone pour capturer des prises de vue aériennes de tout le monde levant leurs verres coûteux à Julian. C'est moi qui ai aidé à installer les lourdes tables en bois pour cette fête. C'est moi qui ai passé 3 heures à accrocher des guirlandes lumineuses à travers l'écorce rugueuse des chênes. C'est moi qui ai fait 3 voyages épuisants distincts à la boutique d'alcool locale parce que les amis arrogants de Julian buvaient de la vodka haut de gamme comme si c'était de l'eau du robinet. Quand la fête a finalement été terminée et que je sortais les lourds sacs poubelles dans le noir, j'avais posé à Clara une question très simple et honnête. Je lui ai demandé pourquoi mon prochain anniversaire ne pouvait pas avoir ne serait-ce qu'une fraction de cette énergie ou de ce budget. Elle avait arrêté de faire défiler son téléphone, m'avait regardé avec une expression d'agacement léger et insultant, et avait porté le coup fatal. Tu n'es pas vraiment du genre à célébrer, Harrison. Tu as toujours été plus discret. Julian a besoin de ce réseau pour sa carrière. Toi, ça va. J'ai baissé les yeux sur la pizza surgelée sur le comptoir. Quelque chose au fond de ma poitrine s'est brisé de façon permanente. Ce n'était pas une explosion violente et enflammée. Ce n'était pas une crise de cris. C'était le son silencieux, terrifiant et irréversible d'un homme qui avait complètement perdu patience. L'interrupteur a basculé. Les lumières se sont éteintes sur mon mariage pour toujours. Je suis monté à l'étage. J'ai complètement évité la chambre principale et je suis allé directement au placard de la chambre d'amis. J'ai tendu la main et j'ai descendu mon vieux sac de sport en toile. J'ai méthodiquement et silencieusement emballé des vêtements pour 7 jours, mon ordinateur portable de travail, mes câbles de charge, mon rasoir et ma brosse à dents. J'ai fermé la fermeture éclair du lourd sac et je suis sorti dans le couloir moquetté. Clara était allongée dans notre coûteux lit king size,
vêtue d'une robe de chambre en soie que je lui avais achetée pour Noël dernier, faisant défiler Instagram sans réfléchir. Elle a à peine levé les yeux quand mon ombre est tombée sur le seuil de la chambre. « Tu vas quelque part ?» a-t-elle demandé, sans même arrêter son pouce pour me regarder dans les yeux. « Ouais », ai-je dit, ma voix dangereusement, terrifiante et calme. Quelque part qui ne sent pas le brûlé de congélateur et les promesses rompues. Je me suis retourné et j'ai descendu les escaliers en bois. Je n'ai pas crié un seul mot. Je n'ai pas claqué la lourde porte d'entrée en chaîne pour faire un effet dramatique. Je suis simplement sorti dans l'air frais de la nuit, j'ai jeté mon sac dans le coffre de ma voiture et je me suis éloigné de la vie que j'avais entièrement financée pendant une décennie. 10 minutes après le début de mon trajet, mon téléphone s'est allumé vivement dans le porte-gobelet. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était un message texte de ma belle-mère, Béatrice. Il ne demandait pas si j'étais en sécurité sur la route. Il ne demandait pas si j'allais bien. Il ne demandait pas ce que sa fille avait fait pour me chasser de ma propre maison au milieu de la nuit. Il disait simplement, pourquoi tout le monde panique? Je me suis garé sur l'accotement en gravier de la route, j'ai mis la voiture en mode stationnement et j'ai complètement éteint mon téléphone. Je pensais que le pire de leur arrogance était exposé. Je pensais qu'une pizza surgelée était le fond du baril. Je pensais connaître les profondeurs de leur égoïsme. J'avais tellement tort. Pour vraiment comprendre l'audace pure et simple du message de Béatrice, vous devez profondément comprendre la dynamique toxique des 10 dernières années de ma vie. Je n'étais pas seulement un mari pour Clara. J'étais le gars fiable, le filet de sécurité qui ne se plaint jamais, le distributeur automatique humain qui n'imprime jamais de reçu. Clara et moi nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux 24 ans. Dès le début de notre relation, sa famille m'a moins considéré comme un être humain que comme un service public très fonctionnel. J'avais une carrière solide et bien rémunérée dans l'administration de l'éducation. J'étais extrêmement responsable. Je payais mes factures à temps. Je réparais le robinet qui fuyait pendant mes week-ends. J'étais le gars fiable que l'on appelait quand on avait besoin d'un cosignataire, d'un prêt temporaire qu'on n'avait jamais l'intention de rembourser, ou d'un trajet pour l'aéroport à 3 heures du matin. Chaque dîner de Thanksgiving organisé chez nous suivait exactement le même scénario prévisible et angoissant. Les parents de Clara, Béatrice et Howard, arrivaient les mains complètement vides, apportant peut-être une seule bouteille de vin bon marché achetée dans une station-service. Ils s'asseyaient en bout de la coûteuse table de salle à manger que j'avais achetée, mangeant l'énorme dinde bio que j'avais payée et cuisinée, et Howard tenait le crachoir. Howard était un homme qui aimait farouchement le son de sa propre voix, bien qu'il ait très peu accompli dans sa propre vie. Il aimait faire de longs discours autoritaires sur les valeurs traditionnelles, sur la façon dont un vrai homme subvient aux besoins de sa famille sans se plaindre, et sur l'importance croissante des investissements immobiliers qu'il ne pouvait pas réellement se permettre de faire. Pendant ce temps, Julian, l'enfant prodige incontesté et fortement choyé de la famille, restait assis là sans rien apporter à la conversation ou au foyer. Julian avait 28 ans, était au chômage chronique, et travaillait actuellement à temps partiel comme promeneur de chiens tout en prétendant chercher sa véritable passion. Pourtant, il possédait toujours le dernier modèle de l'iPhone. Il portait toujours des baskets de créateur en édition limitée. Il avait toujours une coupe de cheveux fraîche. Je me souviens très bien d'un dîner de Thanksgiving particulier, l'année dernière. Mon plus vieil et plus fidèle ami, Félix, était en ville pour le travail, et je l'ai invité à se joindre à nous pour qu'il n'ait pas à manger seul dans une chambre d'hôtel. Nous étions assis autour de la table, les assiettes pleines de nourriture que j'avais passé des heures à préparer. Et Julian a commencé à se vanter bruyamment de ses prochaines vacances de 2 semaines à Cabo San Lucas. Il détaillait le complexe de luxe qu'il avait réservé, les vues sur la plage et les excursions coûteuses qu'il prévoyait de faire. Félix, qui était naturellement direct et savait exactement à quel point je travaillais dur et ce que je faisais dans la vie, a posé sa fourchette en argent sur son assiette. Il m'a regardé, puis a regardé de l'autre côté de la table, directement Julian, et a posé une question très simple et dévastatrice de logique. Ça a l'air incroyable, Julian. Comment fais-tu exactement pour gérer tous ces voyages de luxe internationaux avec un salaire de promeneur de chiens à temps partiel? Toute la salle à manger est devenue silencieuse. Un silence inconfortable. On aurait pu entendre une mouche voler sur le parquet. Clara a tendu la main sous la lourde table et m'a donné un coup de pied sec dans le tibia. Sa demande silencieuse et agressive que je règle le malaise et que je protège le fragile ego de son frère.
Béatrice a fusillé Félix du regard comme s'il venait d'insulter leur religion profondément ancrée. Howard s'est raclé la gorge bruyamment, s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin, et a brusquement changé de sujet pour parler de la météo locale. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit finalement parti de la maison, et que j'étais épuisé, Félix m'a pris à part sur le porche d'entrée. Le vent de novembre, vif et mordant, soufflait, et Félix me regardait avec un mélange complexe de pitié sincère et de frustration intense et bouillonnante. « Harrison », a dit Félix, en gardant la voix basse pour que Clara n'entende pas à travers les fenêtres. « Tu te vides de ton sang juste devant eux. Tu finances entièrement un style de vie de luxe pour des gens qui ne traverseraient pas la rue pour te tendre un verre d'eau si tu étais en feu. Ils ne te respectent pas. Ils t'utilisent comme un portefeuille. Je les balayais d'un revers de la main à l'époque. Je les ai même défendus auprès de mon meilleur ami. J'ai dit à Félix que c'était juste des dynamiques familiales compliquées, que Clara m'aimait vraiment à sa manière, et que mon travail principal en tant que mari était de maintenir la paix et de fournir une base stable. J'étais un imbécile absolu, assis seul dans la chambre bon marché et stérile du Sunset Motel la nuit de mon 34e anniversaire. Les mots durs de Félix résonnaient dans mon crâne avec une clarté assourdissante. La chambre de motel sentait l'eau de javel industriel et la fumée de cigarettes rassis d'il y a une décennie. L'enseigne au néon, Vacancy, qui bourdonnait à l'extérieur de ma seule fenêtre clignotait agressivement, projetant une lueur rouge maladive et pulsante sur le couvre-lit bon marché et rêche. J'ai rallumé mon téléphone. Je n'ai pas vérifié mes messages textes pour voir si Clara avait réalisé son erreur. Je me fichais de savoir qui m'appelait. J'ai ouvert mon application bancaire sécurisée. Je voulais voir la valeur numérique exacte de ma folie. J'ai cliqué sur les relevés détaillés de la carte de crédit. Cela me ramène directement à la fête d'anniversaire extravagante de Julian, avec traiteur, drone et champagne. Quand Clara m'avait initialement présenté cette idée absurde, je m'étais fermement opposé. Je lui avais dit que nous étions censés économiser de manière agressive pour un acompte sur un bien locatif afin de construire notre avenir. Clara m'avait assuré, en me regardant droit dans les yeux, qu'elle s'en occupait entièrement. Elle m'avait juré qu'elle utilisait ses propres économies personnelles qu'elle avait secrètement mises de côté grâce à ses missions occasionnelles de graphiste indépendante. Mais alors que j'étais assis sur ce lit de motel affaissé et que je parcourais les transactions récentes en attente sur notre carte de crédit de secours, une carte strictement à mon nom liée à mon score de crédit que je gardais caché dans le tiroir de la cuisine pour les urgences absolues de vie ou de mort, mon sang s'est complètement glacé. C'était là, noir sur blanc. L'entreprise de traiteur haut de gamme, $1200. La location de la tente d'événements de luxe et du mobilier, $850. Le photographe de drone, $500. Les achats d'alcool haut de gamme à la boutique de spiritueux, $600. Le coût total de la fête était bien supérieur à $3000. Clara n'a pas utilisé ses économies. Elle n'avait pas d'économie. Elle a utilisé ma ligne de crédit d'urgence. L'argent qui était censé être notre filet de sécurité. L'argent que j'avais mentalement réservé pour un futur fonds d'études si nous avions un jour des enfants. Elle a tout flambé pour organiser une fête de vanité pour un homme de 28 ans qui apportait encore son linge sale à notre maison le dimanche pour que sa sœur le lave. Dieu merci, nous n'avions pas d'enfants. Ou je serais en pleine bataille acharnée pour la garde en ce moment, en plus de ce cauchemar financier. Je me suis senti physiquement malade. Mon estomac s'est tordu violemment avec un mélange toxique de rage aveuglée de trahison profonde et écrasante. Mais le terrier du lapin allait s'enfoncer bien plus profondément dans un territoire qui frisait la malveillance pure et simple. J'ai sorti mon vieil iPad de mon sac de sport en toile. Clara était notoirement, désespérément nulle en technologie et en sécurité numérique. Elle laissait régulièrement ses comptes personnels connectés sur tous mes appareils parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas se donner la peine de se souvenir de ses propres mots de passe. J'ai ouvert le navigateur web, qui a automatiquement chargé son compte Google Drive, le cloud familial partagé où Béatrice stockait ses terribles recettes et Howard ses documents fiscaux numérisés. Tout en haut de la liste des fichiers récents se trouvait un dossier nouvellement créé. Il était intitulé « Plan de maison 2026 ». Je l'ai ouvert, m'attendant sincèrement à voir des tableaux Pinterest pour une rénovation de cuisine que Clara laissait entendre depuis des mois. Au lieu de cela, j'ai trouvé une feuille de calcul financière méticuleusement détaillée de plusieurs pages créées par Béatrice. Ce n'était pas un plan de rénovation. C'était un plan de prise de contrôle hostile. La feuille de calcul était une analyse financière complète,
étape par étape, de la manière dont Béatrice et Howard allaient vendre leur maison actuelle vieillissante. Le plan décrivait exactement comment ils prendraient le paiement en espèces massives de la vente immobilière, en canaliseraient 80% dans un fonds en fiducie privé irrévocable au seul nom de Julien pour garantir son héritage, puis emménageraient simplement dans la chambre principale de ma maison. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai cliqué sur un sous-dossier contenant des dizaines de captures d'écran de messages textes entre Clara et Béatrice. Béatrice a écrit « Nous avons rencontré l'agent immobilier aujourd'hui. Si nous mettons en vente au printemps, nous pouvons maximiser le profit. Nous devons assurer l'avenir de Julien avant que le marché ne se retourne. Harrison travaille tellement de toute façon. Il n'est jamais à la maison pour profiter de l'espace. Ça ne le dérangera pas de déménager son bureau au sous-sol. Nous pouvons prendre la suite parentale pour que ton père n'ait pas à monter les escaliers. » Clara a répondu « Je lui en parlerai après les vacances. » Ne t'inquiète pas, maman. Il accepte généralement tout ce que je veux si je fais semblant d'être assez stressé. C'est logique que nous soyons tous sous le même toit pour économiser de l'argent. Nous lui dirons simplement que c'est temporaire jusqu'à ce qu'il s'y habitue. Il complotait pour coloniser ma maison. Il conspirait activement et joyeusement pour dépouiller mes biens, garantir un héritage massif à leur fils paresseux et arrogant, et me reléguer au sous-sol humide et non fini de la maison dont je payais la lourde hypothèque. Il ne me voyait pas comme un gendre. Il ne me voyait pas comme un membre de la famille. Il me voyait comme un organisme hôte qu'il pouvait vider jusqu'à ce qu'il ne reste absolument plus rien qu'une coquille sèche. Je me suis assis sur le bord de ce lit de motel qui grinçait, écoutant le climatiseur qui cliquetait en luttant pour pousser de l'air froid dans la pièce humide. La trahison était si absolue, si méticuleusement et froidement calculée. Elle a contourné la colère chaude et est allée directement à une clarté glaciale et cristalline. Il pensait que j'étais une bête de somme sans colonne vertébrale. Il pensait que mon silence et ma patience étaient de la pure stupidité. J'ai fermé l'iPad, l'écran devenant noir. J'ai regardé l'horloge numérique qui brillait sur la table de nuit. Il était 2h14 du matin. J'avais un choix à faire à ce moment précis. Je pouvais retourner à cette maison, les confronter avec les preuves imprimées, crier jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, et laisser Clara déployer ses fausses larmes manipulatrices pour me culpabiliser et me faire rester. Ou je pouvais complètement réécrire le scénario de ma vie. Je pouvais réduire leur train de vie gratuit en cendres et les laisser debout dans les décombres. Je savais que j'aurais besoin d'un avocat requin pour le divorce. Mais ce soir-là, j'ai choisi le feu. Le pâle soleil du matin filtrait faiblement à travers les rideaux fins et tachés du Sunset Motel. La chambre sentait puissamment le nettoyant industriel et les regrets rassis. Mais pour moi, en prenant cette première profonde inspiration d'air matinal, elle sentait la liberté absolue et non filtrée. Je n'ai pas dormi une seule seconde. J'avais passé les 4 dernières heures assis droit sur le petit bureau en stratifie collant, buvant un terrible café instantané dans une tasse en polystyrène, et exécutant un audit financier impeccable et impitoyable de ma propre vie. J'ai ouvert ma feuille de calcul budgétaire mensuel principale sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à lister méticuleusement chaque charge récurrente, abonnement et facture que j'étais seul responsable de payer. Netflix, Hulu, HBO Max, Disney+, la facture internet fibre optique à haut débit qui faisait fonctionner leurs téléviseurs intelligents, le forfait de téléphonie mobile familiale complet avec données illimitées, le forfait câble premium avec les sports, l'abonnement Amazon Prime. Le forfait familial Spotify, le système de sécurité domestique coûteux surveillant une maison dans laquelle je n'avais plus l'intention de vivre. J'ai tout additionné jusqu'au dernier centime. Je perdais environ 450 $ chaque mois pour des services de luxe que Clara, Béatrice, Howard et Julien utilisaient constamment sans y penser. Julien était sur mon forfait téléphonique familial parce qu'il y a 2 ans, Clara m'avait supplié de l'ajouter alors qu'il était entre 2 emplois et m'avait promis qu'il me rembourserait. Il ne m'a jamais donné un seul dollar. Béatrice utilisait mon compte Amazon Prime quotidiennement pour commander ses coussins décoratifs inutiles, ses crèmes anti-âge et ses vitamines. Howard passait tout son dimanche à regarder le NFL Sunday Ticket sur mon forfait câble premium, en buvant ma bière. Clara passait des heures à regarder des documentaires sur des crimes réels sur mon compte Netflix tout en m'ignorant. J'étais le gardien silencieux de toute leur existence numérique et moderne. Chaque mot de passe, chaque compte principal, chaque adresse de facturation, chaque code PIN de sécurité était exclusivement lié à mon adresse email personnelle et à mon numéro de sécurité sociale. Ils avaient passé 10 longues années à me traiter comme un fantôme invisible,
oubliant complètement que le fantôme détenait toutes les lourdes clés en fer de leur confortable château. J'ai sorti un bloc-notes jaune et un stylo et j'ai rédigé un plan d'exécution strict de 72 heures. Je n'allais pas simplement débrancher la prise dans une rage aveugle et émotionnelle, ce qui serait désordonné et me laisserait vulnérable à un procès ou à des pénalités financières. Je voulais une extraction propre, chirurgicale et indéniable. D'abord, j'avais besoin d'un revenu sûr et d'un lieu de vie physique que Clara et sa famille manipulatrice ne pourraient pas facilement atteindre ou compromettre. J'ai pris mon téléphone, je suis sorti de la chambre de motel sur le balcon en béton, dans l'air frais du matin, et j'ai composé un numéro que j'avais ignoré pendant 2 années entières. J'ai appelé Naomi. Naomi était mon ancienne patronne, une femme brillante, impitoyable et terrifiante de compétences, qui était maintenant la PDG d'une énorme société de conseil en éducation basée dans une ville universitaire animée à 3 heures au nord de ma colline de banlieue actuelle. Elle essayait activement de me débaucher depuis 24 mois, m'offrant une promotion substantielle, un titre de directeur principal et une augmentation massive de mon salaire de base. J'avais toujours poliment refusé parce que Clara prétendait qu'elle ne pourrait jamais s'éloigner de Béatrice et Howard, citant son besoin d'être proche de sa famille. Harrison, a répondu Naomi à la 2e sonnerie, sa voix nette et professionnelle. À quoi dois-je exactement le plaisir d'un appel un vendredi matin? Dis-moi que tu es enfin prêt à cesser de gaspiller ton talent considérable dans la gestion intermédiaire. Naomi, ai-je dit, en m'appuyant contre la rambarde métallique froide du balcon du motel, regardant les voitures passer sur l'autoroute. Est-ce que cette offre de directeur principal est toujours sur la table? Elle a fait une pause. Même à travers l'audio compressé de la ligne téléphonique, je pouvais dire qu'elle lisait parfaitement mon ton. L'offre est toujours sur la table pour toi, Harrison. Mais tu as l'air différent. Tu as l'air sérieux, presque dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de partir, lui ai-je dit, ma voix stable et résolue. Je demande le divorce dès que je peux trouver un avocat. Je suis prêt à déménager immédiatement. Je peux commencer dans ton bureau lundi matin si tu as besoin de moi. Naomi n'a pas fouillé dans ma vie personnelle. C'était un requin dans le monde des affaires et elle reconnaissait un mouvement décisif qui changeait une vie quand elle en voyait un. Elle n'a pas posé de questions sur Clara. Elle n'a pas offert de sympathie mielleuse et fausse. Elle est juste passée à la logistique. Je t'envoie le contrat de travail à ton email personnel tout de suite, a dit Naomi, le son de sa frappe agressive en arrière-plan. J'ajoute une prime de signature de 10% au contrat pour couvrir tes frais de déménagement immédiat. Mon assistant de direction, Silas, gère un portefeuille de biens immobiliers d'entreprise près du nouveau bureau. Je vais lui demander de te préparer un appartement d'une chambre entièrement meublée. Les clés t'attendront ce soir. Naomi, tu n'as aucune idée à quel point j'apprécie cette bouée de sauvetage, ai-je dit, un poids énorme et écrasant se soulevant de ma poitrine pour la première fois depuis des années. Ne me remercie pas, Harrison. Apporte cette énergie impitoyable et concentrée à l'entreprise. Je te verrai lundi matin à 8 heures précises. J'ai raccroché. La première étape était entièrement terminée. J'avais obtenu une augmentation de salaire massive, un nouveau titre prestigieux et un appartement sécurisé et intraçable à 3 heures de la friche toxique de mon mariage. Je suis retourné dans la chambre de motel, ressentant une montée d'adrénaline. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré bruyamment sur le bureau en bois. C'était un message texte de Clara. Je me suis préparé, me demandant si elle avait enfin remarqué que je n'étais pas rentré dormir, me demandant si la panique totale s'était enfin installée. J'ai ouvert le message. Tu peux prendre une brique de lait d'amande en rentrant? Julien vient pour le petit déjeuner, et tu sais qu'il ne peut pas boire de lait ordinaire. J'ai fixé l'écran lumineux, ma mâchoire assez serrée pour me casser une dent. Elle pensait vraiment que je faisais juste une crise de colère mineure et pathétique. Elle croyait sincèrement que j'étais assis dans un parking quelque part, en train de me calmer, attendant juste de revenir en rampant à la maison pour servir à son frère de 28 ans son petit déjeuner diététique spécial. Elle avait complètement rejeté mon départ dramatique comme un inconvénient temporaire à son emploi du temps. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas tapé une seule lettre. Au lieu de cela, je me suis assis à mon ordinateur portable. Le délai de grâce de 72 heures que j'avais initialement prévu a complètement disparu de mon esprit. Voir ce message texte follement arrogant sur le lait d'amande a accéléré tout mon calendrier, la purge se produisait maintenant. À cette seconde même, je me suis connecté au portail du principal fournisseur de téléphonie mobile.
J'ai navigué jusqu'au tableau de bord du forfait familial. J'ai cliqué sur le numéro de téléphone de Julien. J'ai contourné l'option de suspension temporaire et j'ai cliqué fermement sur « Signaler l'appareil comme perdu à voler ». Suspendre le service immédiatement. J'ai regardé le statut passé à « Inactif ». J'ai fait exactement la même chose pour la ligne de Béatrice. Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. Je me suis connecté à Netflix, Hulu, Disney+ et HBO Max. Sur chaque plateforme, j'ai navigué profondément dans les paramètres de sécurité. J'ai cliqué sur « Se déconnecter de tous les appareils actifs ». Puis j'ai immédiatement changé les mots de passe principaux en une chaîne complexe et cryptée de chiffres et de symboles aléatoires générés par un gestionnaire de mots de passe. Je me suis connecté au stockage en nuage familial. En quelques clics, j'ai révoqué l'accès en lecture et en écriture de Clara, Béatrice et Howard à chaque dossier, les bloquant définitivement de leurs précieux plans de maison et de leurs années de documents et de photos stockés. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je me suis connecté au portail bancaire principal. J'ai navigué jusqu'au compte de carte de crédit de secours, celui que Clara avait utilisé pour financer illégalement la fête de Julien avec le drone. J'ai cliqué sur l'onglet des utilisateurs autorisés. J'ai sélectionné le nom de Clara, cliqué sur « Supprimer l'accès » et j'ai immédiatement signalé la carte physique comme compromise, incitant la banque à geler entièrement le compte et à émettre une nouvelle carte à ma nouvelle adresse. Enfin, j'ai ouvert mon portail de paie pour mon emploi actuel. J'ai annulé le dépôt direct vers notre compte courant commun. J'ai entré les numéros de routage pour un tout nouveau compte courant individuel que j'avais ouvert en ligne 30 minutes plus tôt, un compte dont Clara ignorait l'existence et auquel elle n'avait aucun accès légal. Je me suis adossé à la chaise de motel bon marché et j'ai regardé l'écran de chargement tourner sur mon ordinateur portable. Un par un, les emails de confirmation sont arrivés dans ma boîte de réception, s'empilant comme des trophées. Compte mis à jour, mot de passe changé, service suspendu, utilisateur supprimé, dépôt direct acheminé. Je les excluais de ma vie financière et numérique, brique par brique, érigeant une forteresse qu'ils ne pourraient jamais franchir. La tempête se préparait officiellement, et ils étaient encore assis à ma table de cuisine, attendant leur lait d'amande, complètement inconscients de l'ouragan financier de catégorie 5 qui allait frapper leur petit monde douillet et profondément arrogant. J'ai fait mon sac de sport avec des mouvements délibérés, sans hâte, presque méditatifs. Je me suis assuré de ne rien laisser derrière moi dans cette chambre. J'ai quitté le Sunset Motel, tendant la clé en plastique de la chambre à l'employé ennuyé de la réception sans un mot, et je suis sorti vers ma voiture. Le trajet jusqu'à la nouvelle ville était d'exactement 3 heures vers le nord sur l'autoroute. Alors que je m'engageais sur l'autoroute et que j'accélérais jusqu'à la limite de vitesse, j'ai tendu la main vers la console du tableau de bord et j'ai complètement désactivé la connexion Bluetooth. Je ne voulais pas que la sonnerie frénétique inévitable de mon téléphone interrompe ma paix durement gagnée. Je voulais un silence absolu et ininterrompu. Le paysage à l'extérieur de la fenêtre de ma voiture a lentement changé, passant des banlieues exiguës, trop manucurées et profondément familières de mon mariage étouffant à de larges routes de campagne bordées de forêts de pins denses et de collines ondoyantes. Pour la première fois en une décennie, ma poitrine ne se sentait pas comme si elle était enserrée dans des bandes de fer serrées et suffocantes. Je n'attendais pas un message texte passif-agressif me disant que j'avais oublié de faire une course subalterne. Je ne préparais pas mon système nerveux à une autre des conférences condescendantes d'1 heure de Howard sur les investissements immobiliers qu'il ne pouvait pas réellement se permettre ou au pic subtil de Béatrice sur mon manque d'ambition. J'étais juste un homme conduisant vers une page blanche, entièrement maître de son propre destin. Je suis arrivé dans la nouvelle ville universitaire juste après midi. C'était une ville historique dynamique remplie de bâtiments en briques rouges, de chênes anciens massifs dont les branches formaient une canopée sur les rues, et du bourdonnement bas et énergique de la vie étudiante. J'ai trouvé l'adresse que Silas m'avait envoyée par texto. C'était un complexe d'appartements calmes et magnifiquement entretenu avec un système d'entrée sécurisé par badge et un aménagement paysager impeccable. J'ai garé ma voiture dans la rue. J'étais en avance d'environ 1 heure pour mon rendez-vous prévu avec Silas pour récupérer les clés. J'ai donc décidé de me dégourdir les jambes raides et de trouver un vrai café pour me vider la tête. J'ai marché 2 pâtés de maison sur un trottoir pavé et j'ai trouvé un endroit indépendant local appelé Valérie Esbro. J'ai poussé la lourde porte en bois. La cloche au-dessus de la porte a sonné. Une vraie cloche en laiton, pas un enregistrement numérique strident. L'air à l'intérieur sentait intensément les grains d'espresso torréfiés, les pâtisseries chaudes à la cannelle et les vieux livres.
L'esthétique était des murs en briques apparentes, des tables en bois chaleureux et des fauteuils en cuir confortable. C'était comme un univers complètement différent de l'environnement stérile, tendu et constamment jugé de mon ancienne maison. Derrière le comptoir en bois se trouvait une femme de mon âge, les cheveux foncés attachés en un chignon désordonné, essuyant vigoureusement la buse à vapeur en métal brillant d'une énorme machine à expresso. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a offert un sourire. Ce n'était pas un rictus de service à la clientèle conçu pour obtenir un pourboire. C'était un vrai sourire chaleureux qui atteint les yeux, du genre qui fait plisser les coins de ses yeux. « Route difficile ?» a-t-elle demandé, sa voix mélodieuse mais portant une pointe d'observation vive et intelligente. Elle a remarqué mes yeux fatigués, la barbe épaisse sur ma mâchoire et la tension qui persistait encore dans mes épaules. « On dirait que vous vous êtes battu contre le trafic pendant une semaine sans dormir. » Plutôt contre une décennie de terribles décisions de vie, ai-je répondu, honnêtement surpris par ma propre franchise. Normalement, j'aurais dévié avec une blague polie. Aujourd'hui, debout dans cette nouvelle ville, je n'avais ni l'énergie ni l'envie de mentir. Mais je pense que j'ai finalement gagné la guerre. Je m'appelle Valérie, a-t-elle dit, en s'essuyant les mains sur son tablier en toile et en attrapant une énorme tasse en céramique. Eh bien, Harrison, quelle que soit la guerre que vous venez de quitter, le café est entièrement offert par la maison aujourd'hui. Considérez cela comme un accueil chaleureux dans le quartier. Noir, je suppose. J'ai hoché la tête, la regardant verser une généreuse quantité de café torréfié fumant. Vous ne savez même pas ce que j'ai fait pour arriver ici, ai-je dit, un humour noir bouillonnant dans ma poitrine. Je suis peut-être une personne horrible. Je viens de couper toute ma famille de la civilisation et j'ai pris tout l'argent. Valérie s'est appuyée contre le comptoir, ses yeux vifs et profondément empathiques. Les personnes horribles n'ont généralement pas l'air aussi profondément, intensément soulagées que vous en ce moment. Elles ont l'air en colère. Elles ont l'air sur la défensive et bruyantes. Vous avez juste l'air de quelqu'un qui a finalement posé un sac très lourd qu'il portait depuis trop longtemps. Ces mots m'ont frappé en plein cœur, me coupant le souffle pendant une seconde. Elle avait entièrement raison. Je l'ai remerciée, j'ai sorti un billet de $20 de mon portefeuille, je l'ai laissé tomber fermement dans le bocal à pourboire en verre, et je suis sorti en tenant la tasse chaude. Pour la première fois depuis l'incident de la pizza surgelée, pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, j'ai vraiment, sincèrement souri. J'ai rencontré Silas une heure plus tard dans le hall en marbre de l'immeuble. Silas était un type vif et hyper efficace dans un costume sur mesure qui parlait par points. Il m'a remis les clés d'un bel appartement d'une chambre entièrement meublée au 3e étage. Je l'ai remercié, j'ai pris l'ascenseur silencieux, je suis entré dans l'appartement, j'ai laissé tomber mon lourd sac de sport sur le parquet brillant, et j'ai verrouillé le lourd pen dormant en métal derrière moi. Le silence dans l'appartement était d'une perfection cristalline absolue. Il n'y avait pas de coussin décoratif absurdement cher choisi par Béatrice qui encombrait le canapé moderne. Il n'y avait pas de Julien affalé dans le salon, se plaignant bruyamment de la dureté de sa vie tout en mangeant ma nourriture. Il n'y avait qu'un espace propre, calme et sans fardeau. C'était le mien, entièrement le mien. Je me suis dirigé vers la grande baille vitrée donnant sur la rue bordée d'arbres, j'ai pris une profonde inspiration purificatrice, et j'ai finalement mis la main dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone. J'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé et j'ai allumé l'écran. Les notifications ont inondé l'écran de verrouillage comme une cascade, le téléphone vibrant violemment dans ma paume alors qu'il luttait pour traiter l'arriéré. 82 messages textes non lus, 24 appels manqués, 7 messages vocaux frénétiques. L'œil du cyclone était officiellement passé sur eux, et les vents violents et destructeurs de la réalité déchiraient maintenant sans pitié leur vie confortable. J'ai ouvert l'application de messagerie. La panique pure et simple qui émanait de l'écran était enivrante. C'était mieux que n'importe quelle drogue. Julien, 10h14, mec, mon téléphone n'a absolument aucun service. Il dit appel d'urgence uniquement. T'as oublié de payer la facture? Règle ça tout de suite. J'ai un rendez-vous ce soir et j'ai besoin de mon GPS. Béatrice, 10h45, Harrison, ma carte de crédit vient d'être refusée au salon devant tout le monde. La caissière l'a coupée. La banque a dit que le compte est gelé et que je ne suis plus un utilisateur autorisé. Appelle-moi immédiatement. C'est un comportement complètement inacceptable. Clara, 11h20, Harrison, où es-tu? Le Wi-Fi est en panne. Netflix ne se charge pas sur la télé.
Maman panique à propos de sa carte refusée. Arrête d'agir comme un enfant et remets Internet en marche. Nous devons en parler. Clara, 12h05, Harrison, réponds à ton téléphone. Julien est allé au magasin AT&T et ils lui ont dit que sa ligne avait été signalée comme volée. Que as-tu fait? Il se noyait. Il se débattait dans l'absence soudaine et choquante de mon argent, de mon utilité et de ma conformité. J'ai lu chaque message, lentement et délibérément, savourant le désespoir dans leurs mots. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir froid de la cuisine. Je n'allais répondre à aucun d'entre eux. Laissez-les paniquer. Laissez-les se démener. Laissez-les réaliser exactement ce que coûte d'exister dans le monde réel sans un distributeur automatique humain pour les protéger des conséquences. Laissez-les sentir la froide réalité de payer leur propre chemin. Demain, la véritable confrontation commencerait. Et pour la première fois de toute ma vie d'adulte, je détenais toutes les cartes gagnantes du jeu. Les 72 premières heures de vie dans mon nouvel appartement d'entreprise intraçable donnaient l'impression d'être sorti d'un sous-marin à haute pression et d'avoir pris ma première bouffée d'oxygène pur. Pendant 10 années éprouvantes et écrasantes, mon système nerveux central avait été réglé en permanence sur une alerte élevée. J'étais devenu complètement habitué à me réveiller chaque jour avec la tension métallique aiguë d'attendre la prochaine plainte de Clara. Je me préparais toujours à une autre conférence condescendante d'Howard sur la façon dont un vrai fournisseur traditionnel assume toutes les charges financières sans jamais sourciller. Je devais constamment esquiver les remarques passives-agressives à peine voilées de Béatrice sur la façon dont les gendres à succès de ses amis possédaient de coûteuses propriétés de vacances à Aspen, alors que je ne parvenais qu'à fournir une maison de banlieue standard de 4 chambres. Mais maintenant, l'air matinal de mon appartement du 3e étage était entièrement silencieux. Il n'y avait pas de bourdonnement de fond d'arrogance toxique. Il n'y avait pas de montagne de vaisselle sale et sèche laissée par mon beau-frère de 28 ans, Julien, dans l'évier pour que je la lave avant mes conférences téléphoniques du petit matin. Il n'y avait que le doux et lointain carillon de la cloche en laiton en bas de la ruchée, Valérie Esbrou, le murmure étouffé des étudiants se rendant à leur cours du matin, et l'arôme profond et riche du café noir frais que je préparais pour moi-même, par moi-même. Et entièrement selon mes propres termes. Chez le cabinet de conseil en éducation de Naomi, le contraste avec mon ancienne vie était encore plus saisissant et spectaculaire. Quand je suis entré dans le siège social massif de l'entreprise lundi matin, portant un costume anthracite fraîchement repassé et mon porte-documents en cuir, je n'ai pas été traité comme un service public invisible et remplaçable. Naomi, fidèle à sa parole de PDG impitoyable, m'a directement emmené dans la salle de conférence de la direction. Elle m'a présenté aux partenaires principaux comme le nouveau directeur régional des opérations et elle m'a immédiatement confié les rênes d'une initiative d'expansion de programme de plusieurs millions de dollars qui s'étendait sur 3 États. Mon salaire de base de départ était près du double de ce que je gagnais à mon précédent poste de cadre intermédiaire et la généreuse prime de signature de 10% avait déjà été versée en toute sécurité sur mon nouveau compte courant privé. Pour la première fois de toute ma carrière d'adulte, mon intellect, mon éthique de travail implacable et ma prévoyance stratégique étaient reconnus avec un respect sincère et une compensation financière substantielle. Plutôt que d'être drainé à sec pour financer les projets de vanité et les fêtes d'anniversaire extravagantes de quelqu'un d'autre. Pourtant, au fond de mon esprit, alors que j'étais assis à mon nouveau bureau en acajou surplombant la ligne d'horizon de la ville, je savais que le silence absolu ne durerait pas. Je comprenais bien trop bien la psychologie tordue de Clara et de sa famille. Les personnes narcissiques et profondément arrogantes ne font pas simplement leur valise et n'acceptent pas une défaite gracieuse lorsque leur poule aux œufs d'or s'envole enfin. Lorsqu'un parasite perd brusquement son hôte, il ne réfléchit pas tranquillement à son mauvais comportement. Il se débat, il panique, et il se met immédiatement en chasse pour rétablir le contrôle. La tempête a finalement touché terre le mardi soir. Exactement 4 jours après que j'ai quitté la maison, laissant cette pizza surgelée transpirer sur le comptoir. J'étais assis à ma table à manger en verre, mangeant un repas chaud que je m'étais préparé, en examinant les formulaires de découverte financière préliminaire fournis par l'avocat spécialisé en divorce que Naomi m'avait recommandé. Quand le silence absolu du couloir a été violemment brisé, j'ai entendu le claquement lourd, agressif et immistakable des talons de créateur résonnant sur la moquette du couloir, accompagné d'une respiration lourde et impatiente. La cadence de cette marche était si profondément gravée dans ma mémoire que mes mains ont bougé instinctivement, fermant l'écran de mon ordinateur portable avant même que le premier coup ne frappe le bois. Et puis sont venus les coups. Ce n'était pas un coup timide et poli de quelqu'un rendant visite à une connaissance ou cherchant une conversation calme.
C'était un barrage violent et autoritaire contre la lourde porte en chêne. Le genre de coup explicitement conçu pour affirmer sa domination, pour que la personne à l'intérieur se sente petite, acculée et entièrement fautive. Je me suis levé lentement, j'ai lissé le devant de ma chemise, j'ai pris une profonde inspiration pour calmer mon cœur qui battait la chamade, et je me suis dirigé vers la porte. Je me suis penché en avant et j'ai regardé à travers le petit Judas en verre. Clara se tenait directement sous la chaude lumière du couloir. Son visage était rouge cramoisi de colère. Son maquillage coûteux était légèrement étalé par ce qui ressemblait à un trajet frénétique de 3 heures sans climatisation. Et ses bras étaient croisés si fermement sur sa poitrine que ses jointures étaient blanches. Et là, inscrit en lettres cursives sur le devant de son sweat à capuche gris délavé et surdimensionné, il y avait 3 mots. Vivre, rire, aimer. L'hypocrisie stupéfiante de cette image m'a presque fait éclater de rire, là, dans le couloir. La femme qui avait laissé une pizza surgelée non décongelée de 99 cents sur le comptoir pour l'homme qui payait sa lourde hypothèque. La femme qui avait passé une décennie à me traiter comme un appareil jetable et sans émotion, se tenait agressivement sur mon seuil, portant un slogan de banlieue produit en masse sur l'amour inconditionnel et la joie. J'ai pris une autre lente et délibérée inspiration, j'ai déverrouillé le lourd pen dormant avec un clic net et sec, et j'ai ouvert la porte. « Comment as-tu trouvé cette adresse exacte, Clara ?» ai-je demandé, en gardant ma voix complètement monotone, n'offrant absolument aucune résonance émotionnelle ou peur à laquelle elle pourrait s'accrocher. Elle n'a pas répondu à ma question. Au lieu de cela, elle m'a violemment poussé l'épaule avec son arrogance de toute une vie, a fait irruption au centre de mon salon propre et a claqué son lourd sac à main en cuir de créateur sur mon îlot de cuisine avec un grand bruit sec. « C'est une sorte de mauvaise blague pour toi, Harrison ?» a-t-elle demandé, se retournant sur ses talons pour me faire face, les yeux brillants d'une fureur indignée et pleine de justice. J'ai dû appeler ton ancien employeur, les supplier pour obtenir des informations, retrouver le bureau de Naomi, et dire à sa réceptionniste idiote que mon père faisait une crise cardiaque massive juste pour que la sécurité de l'immeuble me donne l'adresse de ton logement de fonction. As-tu la moindre idée de l'humiliation que tu m'as fait subir aujourd'hui ? Tu as menti en disant que Howard avait une urgence médicale catastrophique juste pour retrouver mon appartement privé, ai-je déclaré calmement, fermant la porte d'entrée derrière elle et m'appuyant contre le cadre, gardant une barrière physique entre elle et la sortie. Ça te ressemble tout à fait, Clara. Tu as toujours utilisé la tragédie comme un outil pour obtenir ce que tu veux. Elle a ricané bruyamment, agitant la main avec dédain en regardant autour de mon appartement. Elle a examiné les parquets polis, le canapé en cuir élégant, les baies vitrées donnant sur la place historique de la ville, et l'absence totale et rafraîchissante de désordre. Son visage s'est tordu en une expression très exagérée de dégoût amer. Alors c'est ça ? C'est pour ça que tu as abandonné tout notre mariage. A-t-elle ricané, sa voix dégoulinant de venin et de condescendance. Un petit pied-à-terre branché dans une ville universitaire ? Tu abandonnes complètement ta famille au milieu de la nuit. Tu coupes Internet à haut débit alors que j'ai une réunion Zoom cruciale pour ma carrière de prévu. Tu gèles la carte de crédit d'urgence de ma mère juste au moment où elle est assise dans le fauteuil du salon de coiffure pour se faire coiffer pour un gala de charité. Tu désactives la ligne téléphonique de Julien pour qu'il ne puisse même pas utiliser son GPS. Et tu t'enfuis comme un lâche, tout ça à cause d'une pizza surgelée ? Es-tu en train de perdre la tête ? Harrison, fais-tu une crise de la quarantaine ? Je l'ai regardé, debout là dans son sweat à capuche ironique, vibrant de colère et de suffisance. Pendant 10 longues et épuisantes années, cette routine prévisible exacte aurait parfaitement fonctionné sur moi. Elle aurait élevé la voix, énuméré une douzaine d'urgences fabriquées de toutes pièces pour me faire sentir responsable, me faire sentir comme le méchant absolu pour avoir des limites humaines fondamentales, et j'aurais instantanément cédé. J'aurais passé les 3 semaines suivantes à m'excuser abondamment, à lui acheter des cadeaux coûteux pour obtenir son pardon, et à faire plus d'heures supplémentaires au travail pour compenser mes prétendues lacunes. Mais en la regardant maintenant, debout dans le sanctuaire que je m'étais construit, le sortilège psychologique était complètement rompu. Le lourd voile avait été déchiré de façon permanente. Je ne voyais pas une épouse en deuil et le cœur brisé. Je ne voyais pas une partenaire en détresse criant à l'aide. Je voyais une propriétaire prédatrice et arrogante qui était furieuse que son locataire préféré et le plus fiable ait brusquement cessé de payer le loyer. La pizza n'a jamais été le problème principal, Clara, ai-je dit, mon ton froid, stable et immuable comme le granit en hiver. La pizza était simplement le reçu final.
C'était la preuve physique et indéniable qu'après 10 ans de mariage, toute ma valeur à tes yeux équivalait à un morceau de pâte surgelée emballé dans de la cellophane. C'est le moment exact où le brouillard épais s'est dissipé et où j'ai réalisé que tu ne me voyais pas comme un mari. Tu me voyais comme un domestique non rémunéré et une ligne de crédit d'entreprise illimitée. La mâchoire de Clara s'est visiblement crispée et elle a immédiatement changé de tactique. Quand l'agression ouverte et bruyante échouait, elle se repliait toujours sur sa deuxième ligne de défense, bien plus dangereuse, la victimisation instrumentalisée. Ses yeux se sont remplis de larmes instantanées et fabriquées. C'était une réponse physique qu'elle pouvait déclencher sur commande. Ses épaules se sont affaissées, la faisant paraître petite et vaincue, et sa voix s'est adoucie en un murmure délicat et tremblant qui m'avait trompé 1000 fois auparavant. « Harrison, s'il te plaît. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle murmuré, faisant un pas envers moi, les mains ouvertes dans un geste suppliant et impuissant. J'étais tellement épuisé ce jour-là. J'avais fait des courses pour ma mère toute la matinée et Julien avait besoin d'aide pour renouveler son assurance auto et ma tête tournait de stress. J'ai pris ce qui était rapide à l'épicerie parce que j'étais dépassé. J'ai fait une erreur. D'accord, je suis un être humain. Mais tu ne peux pas jeter 10 ans d'histoire pour une seule mauvaise journée. Nous avons construit une vie ensemble. Nous avons prononcé des vœux devant nos familles. Que avons-nous construit exactement, Clara ? Ai-je demandé, coupant court à sa performance théâtrale, ma voix stable. Nomme une seule chose que nous avons construite ensemble au cours de la dernière décennie qui n'impliquait pas que je signe un chèque massif et que tu en tires tout le crédit. Je t'ai soutenu, a-t-elle crié, une seule larme teintée de mascara coulant sur sa joue avec une précision cinématographique. Je suis resté à tes côtés quand tu étais stressé. Ma famille t'a accueilli dans notre cercle intime. Howard t'a traité comme le fils qu'il n'a jamais eu. Béatrice s'est toujours assurée que tu étais inclus à la table des fêtes. Et c'est comme ça que tu nous rembourses pour une décennie d'amour. En coupant le téléphone portable de ma mère. Sais-tu qu'elle a des rendez-vous médicaux critiques qu'elle doit coordonner ? Elle n'a même pas pu appeler son cardiologue aujourd'hui à cause de ta petite vengeance mesquine et vindicative. Béatrice n'a pas de cardiologue, Clara, ai-je répondu, en croisant les bras sur ma poitrine et en la fixant. Béatrice a la santé cardiovasculaire d'une athlète olympique, ce dont elle se vante bruyamment chaque Thanksgiving en mangeant la dinde bio coûteuse que j'ai passé 3 jours à lui préparer. Sa seule urgence aujourd'hui était qu'elle ne pouvait pas envoyer de texto à son groupe de commérage de quartier, à propos de quel voisin n'avait pas tondu sa pelouse conformément aux directives de l'association des propriétaires. Clara a pris une inspiration brusque et saccadée, son visage devenant d'un cramoisi profond sous son fond de teint. Elle a réalisé que le plaidoyer larmoyant ne fonctionnait pas. Sa logique échouait. Sa voix a de nouveau changé, devenant vive, condescendante et très diagnostique. « Tu as toujours été exactement comme ça, Harrison », a-t-elle dit en secouant la tête avec une expression de pitié profonde et performative. « Tu es si émotionnellement retardé. Tu es si incroyablement rigide et indépendant que tu ne m'as jamais laissé la place de t'aimer vraiment. Tu n'as jamais demandé d'aide. Tu n'as jamais montré de vulnérabilité. Tu as juste géré chaque problème en arrière-plan comme une machine et ensuite tu t'attends à ce que je lise magiquement dans tes pensées. Si tu voulais une grande fête coûteuse pour ton anniversaire, tu aurais dû communiquer ce besoin comme un adulte mature. Au lieu de cela, tu gardes tout pour toi. Tu laisses ta rancœur mesquine s'infecter dans le noir. Et puis tu exploses et tu détruis la vie de tout le monde parce que tu ne pouvais pas gérer une simple et honnête mauvaise communication. J'ai écouté la maîtrise terrifiante de cette manipulation psychologique. Elle se tenait dans mon appartement après avoir vidé mes comptes en banque pendant une décennie et m'a dit que ma compétence était en fait un acte de violence psychologique contre elle. Elle a blâmé ma fiabilité silencieuse pour sa négligence flagrante. Elle a affirmé que parce que je ne mendiais pas son affection à genoux, elle était entièrement justifiée de me traiter comme un déchet. Elle a fait un autre pas vers moi, tendant la main pour toucher doucement le revers de ma veste de costume. Sa voix est tombée dans un murmure doux et séduisant, essayant de déclencher toute mémoire musculaire d'affection restante. Rentre à la maison, Harrison. Mettons fin à cette folie ce soir. Tu as fait passer ton message haut et fort. Tu as fait peur à tout le monde. Réactive les comptes, excuse-toi auprès de ma mère pour que nous puissions arranger les choses avant le dîner de dimanche et nous engagerons un conseiller matrimonial de premier ordre demain. Nous pouvons surmonter cet obstacle. Nous sommes une équipe. Elle se tenait là, me regardant avec ses grands yeux calculateurs,
convaincue que son piège psychologique s'était parfaitement refermé. Elle pensait vraiment que la combinaison de la culpabilité, de la nostalgie fabriquée et de la promesse de paix domestique ramènerait la bête de somme épuisée à l'écurie. Faisons une pause un instant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. J'ai baissé les yeux sur la main manucurée de Clara posée doucement sur le tissu sombre de ma veste de costume. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas crié. Mon rythme cardiaque n'a pas augmenté. J'ai simplement levé la main, j'ai pris fermement son poignet entre mon pouce et mon index avec un détachement chirurgical absolu et j'ai retiré sa main de mon corps comme s'il s'agissait d'une peluche indésirable. Nous ne sommes pas une équipe, Clara, ai-je dit, ma voix tombant dans un registre si bas, si dépourvu de chaleur que la couleur a visiblement quitté ses lèvres. Une équipe implique des objectifs partagés, un travail partagé et un respect mutuel. Ce que nous avions, c'était une relation parasitaire financière. Et ce soir, l'hôte met officiellement et définitivement fin au contrat. Je suis passé devant elle, la laissant debout maladroitement au centre de la pièce. Je me suis dirigé vers la console en acajou près de la fenêtre et j'ai pris un lourd dossier manille à pince en acier que j'avais préparé plus tôt dans l'après-midi. J'ai déclipsé le fermoir en métal, j'ai sorti le premier document et je suis retourné à l'îlot de cuisine, me tenant directement en face d'elle. Parlons de la fête d'anniversaire de Julien dans le jardin, ai-je dit, en laissant tomber une impression couleur nette et haute résolution sur le comptoir en marbre, juste devant son sac à main de créateur. Clara a baissé les yeux. Ses yeux ont parcouru la page et j'ai vu la froide prise de conscience la frapper comme un coup physique à l'estomac. C'était le relevé détaillé de notre ligne de crédit d'urgence commune. Chaque transaction de la semaine précédente était fortement surlignée au marqueur fluorescent jaune. Catering Excellence Incorporated, $1850. Elite Drone Photography and Aerial Media, $750. Premier temps and Event Rentals, $920. Total Beverage Wholesale, $640. Tu m'as dit en face, en me regardant droit dans les yeux dans notre cuisine pendant que je sortais les poubelles, que tu avais payé les feux d'artifice et les frites à la truffe de Julien entièrement avec tes économies de graphiste indépendante. Ai-je dit en tapotant le papier surligné avec mon index. Tu m'as juré que pas un seul dollar de l'argent du ménage n'avait été touché. Mais tu n'as pas utilisé d'économie, Clara. Tu n'as pas eu de client indépendant payant depuis 18 mois. Tu as pris la carte de crédit d'urgence du coffre-fort caché dans mon bureau. La carte spécifique réservée strictement aux crises médicales ou aux réparations domiciliaires catastrophiques. Et tu as atteint la limite de crédit pour organiser un festival de vanité pour un homme de 28 ans qui ne paie même pas sa propre assurance auto. Clara a bafouillé, ses mains agrippant le bord de l'îlot en granit, ses jointures devenant blanches. J'allais rembourser ça. J'ai plusieurs gros contrats de design qui se terminent le mois prochain. Julien méritait une journée spéciale. Harrison, il est profondément déprimé. Il a du mal à trouver sa place dans sa carrière. Et en tant que sa famille, c'était notre devoir moral de le remonter. Avec mon argent, ai-je contré, ma voix tranchant ses excuses pathétiques comme un scalpel, avec les fonds que j'avais spécifiquement mis de côté pour reconstituer nos réserves d'urgence après avoir remboursé la dette de carte de crédit de ta mère l'été dernier. Mais ce n'est même pas le meilleur, Clara. Voici la réalité juridique que tu as complètement négligée dans ta hâte arrogante de jouer la sœur généreuse et riche. J'ai retourné la page, révélant l'accord de demande de carte de crédit originale portant nos 2 signatures physiques d'il y a 5 ans. Tu te souviens quand nous avons ouvert ce compte? Tu te souviens quand tu as insisté pour être ajouté comme cotitulaire principal du compte plutôt que comme simple utilisatrice autorisée secondaire? Tu as fait une crise de colère massive de 4 jours parce que tu voulais que la ligne de crédit soit signalée à ton score de crédit personnel pour améliorer ta note. À cause de cela, tu as signé la clause de responsabilité solidaire. Vendredi matin, lorsque j'ai signalé l'activité de luxe suspecte à la division des fraudes et des litiges de la banque, j'ai soumis tous tes messages textes confirmant que tu avais autorisé ces achats entièrement pour des avantages tiers sans mon consentement. Mon avocat a déjà déposé la motion formelle d'attribution de la dette auprès du tribunal de la famille. Chaque centime de ce solde de $4000, ainsi que les intérêts composés quotidiens,
a été légalement réattribué à ta responsabilité personnelle dans les ordonnances de séparation temporaire. Tu as acheté la fontaine de champagne, Clara. C'est à toi de payer la facture. Ses yeux se sont agrandis d'une horreur absolue et sans mélange. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon score de crédit. Si ça va en recouvrement, je ne pourrai pas louer de voiture. Tu essaies de me ruiner financièrement pour une fête. Je ne te ruine pas, Clara. Je t'initie simplement au concept de conséquences pour tes propres actions, ai-je répondu, sentant un calme profond et satisfaisant m'envahir. Mais nous ne faisons que commencer. Discutons du plan directeur de la famille. J'ai de nouveau fouillé dans le dossier Mani et j'ai sorti un document épais de 30 pages, le laissant tomber lourdement sur le comptoir. Le bruit sourd a résonné dans la pièce silencieuse. C'était l'impression complète et reliée de la feuille de calcul, plan de maison 2026, ainsi que 84 pages de journaux de discussion exportés du dossier Google Drive familial privé que Clara avait négligemment laissé synchroniser sur mon iPad. Clara s'est figée complètement. La couleur n'a pas seulement quitté son visage. Elle est devenue d'un gris cendré terrifiant et maladif. Ses genoux ont visiblement fléchi et elle a dû s'agripper au comptoir des deux mains pour se tenir debout. Tu pensais vraiment que je ne trouverais pas ça? Ai-je demandé, en tournant les pages lentement, méthodiquement, présentant les feuilles de calcul financières à code couleur, les plans d'architecture et les analyses financières écrites dans les notes cursives et distinctives de Béatrice. J'ai lu chaque ligne, Clara. J'ai lu le calendrier détaillé que Howard a établi. J'ai lu comment tes parents prévoyaient de mettre leur maison sur le marché en avril prochain, de prendre les 350 000 $ de valeur nette. De canaliser 85% de l'argent dans une fiducie familiale irrévocable strictement au nom de Julien pour assurer sa sécurité financière future, puis de déménager toute leur vie directement dans notre chambre principale. Harrison, c'était juste une idée que ma mère lançait, a-t-elle haleté, sa voix se brisant alors qu'elle tentait désespérément de tisser un nouveau mensonge impossible. Nous ne faisions que réfléchir à des moyens de prendre soin d'eux en vieillissant. Nous n'aurions jamais fait ça sans nous asseoir et avoir une discussion familiale complète et ouverte avec toi. N'insulte pas mon intelligence dans ma propre maison, ai-je sèchement répliqué, le volume de ma voix s'élevant juste assez pour imposer un silence absolu dans la pièce. La page 14 de ce document est un devis signé et daté d'un entrepreneur général pour convertir mon bureau à domicile au rez-de-chaussée et la zone de stockage en une suite de vie souterraine. Toi et Béatrice aviez déjà programmé la visite de l'entrepreneur pour jeudi prochain, alors que j'étais censé être au bureau. Vous avez discuté dans ces textos de la façon dont vous me diriez que l'arrangement était temporaire jusqu'à ce que je m'habitue à avoir tes parents à la maison et de la façon dont vous utiliseriez la culpabilité pour me forcer à aller dans le sous-sol humide pour que Howard n'ait pas à monter. L'escalier principal. Je me suis penché sur l'îlot, plaçant mes mains à plat sur le granit, regardant directement dans ses yeux larges et terrifiés. Tu ne m'as pas seulement négligé, Clara. Toi, ta mère, ton père et ton frère, vous étiez en train d'orchestrer activement une prise de contrôle financière et domestique hostile de ma vie. Vous me considériez comme une entreprise de service public que vous pouviez saigner à blanc tout en complotant pour me reléguer au vendeur de la maison même pour laquelle je travaillais 70 heures par semaine. Vous m'avez traité comme un locataire envahissant dans ma propre vie tout en préparant un royaume pour votre frère, l'enfant prodige. Nous sommes mariés, a-t-elle crié, s'effondrant complètement. Le masque de la femme de banlieue stylée est posé entièrement détruit, remplacé par une panique brute. La loi protège les conjoints. Tu ne peux pas simplement me jeter à la rue. La maison est un bien matrimonial. Mon père a des avocats, Harrison. Il prendra tout ce que tu as. Il te poursuivra pour pension alimentaire, pour abandon, pour détresse émotionnelle. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un large sourire, sincère et complètement détendu, s'est étalé sur mon visage. J'ai fouillé au fond du dossier Mani et j'ai sorti le dernier document, un épais dossier juridique professionnellement relié avec une couverture bleue formelle estampillée du sceau rouge officiel du tribunal supérieur du comté. L'avocat de ton père est un avocat généraliste de centre commercial qui s'occupe de contraventions, de conduite en état d'ivresse et de testament de base, ai-je dit doucement. En faisant glisser la citation à comparaître et la requête en divorce sur le comptoir jusqu'à ce qu'elle heurte doucement son sac à main de créateur. Mon avocat est Marcus Vance. Il est l'associé directeur principal de Vance et Sterling, et il se spécialise exclusivement dans la division de biens de grande valeur et la découverte financière médico-légale dans les divorces très contestés. Clara a baissé les yeux sur le document bleu.
Ses mains tremblaient si violemment qu'elle ne pouvait même pas le soulever du comptoir. J'ai acheté la maison 2 ans avant notre mariage, Clara, ai-je expliqué, exposant la réalité juridique brutale avec une précision froide. L'acte de propriété original est à mon seul nom. Chaque paiement hypothécaire des 10 dernières années a été effectué à partir d'un compte individuel financé uniquement par mes revenus prénuptiaux et mon salaire. En vertu de la loi de l'État, en raison de la traçabilité des biens propres que mon avocat a déjà effectué ce week-end, tu n'as droit qu'à une infime fraction de la croissance de la valeur nette pendant le mariage, moins le gaspillage financier documenté. Moins la dette non autorisée que tu as accumulée sur les instruments de crédit conjoints, et moins les 62 000 $ de transferts en espèces documentés que tu as acheminés à Julian et Béatrice au cours des 5 dernières années sans que je le sache. Elle a fixé les papiers, sa poitrine se soulevant, la réalité de sa défaite absolue et totale s'abattant sur ses épaules comme un immeuble en béton qui s'effondre. Tu as planifié ça? A-t-elle murmuré, sa voix creuse, complètement dépourvue de son arrogance d'antan. Non, Clara, ai-je répondu, en me dirigeant vers la porte d'entrée et en l'ouvrant en grand, faisant un geste vers le couloir vide. Tu as planifié la fête de Julian. Tu as planifié la prise de contrôle hostile de ma maison. Tu as prévu de me donner une pizza surgelée à 99 cents pour mon 34e anniversaire. Je n'ai pas planifié ta destruction. J'ai simplement cessé de payer pour tes illusions. Maintenant, prends tes papiers, prends ton sac à main, et sors de mon appartement avant que je ne fasse escorter par la sécurité de l'immeuble. Elle a arraché son sac à main et les papiers du divorce du comptoir. Elle a marché vers la porte, son visage tordu de fureur, de terreur et d'humiliation absolue. Elle s'est arrêtée sur le seuil, me regardant, cherchant le moindre signe d'hésitation, de culpabilité ou de regret dans mes yeux. Elle n'a trouvé absolument rien d'autre qu'une indifférence vide et froide. Elle est sortie dans le couloir, et j'ai fermé doucement la lourde porte derrière elle, faisant glisser le pêne dormant en place avec un clic métallique satisfaisant. L'effondrement psychologique, social et structurel de la famille de Clara au cours des 6 mois suivants n'a été rien de moins qu'une leçon magistrale de justice cosmique. Quand vous construisez tout un écosystème familial sur la base précaire de l'exploitation d'un seul pourvoyeur silencieux, le retrait de ce pourvoyeur ne provoque pas seulement une petite fissure dans les fondations. Il provoque l'implosion violente de tout le château de cartes à plusieurs étages sous son propre poids. Clara a quitté mon appartement ce mardi soir-là dans un état de choc catatonique. En 48 heures, la pleine réalité écrasante de leur dénuement financier s'est installée. Howard, fidèle à sa nature vantarde et arrogante, a tenté de monter une contre-offensive agressive. Il a appelé le cabinet d'avocats de Marcus Vance 3 fois par jour pendant une semaine, hurlant des menaces dans la messagerie vocale, affirmant qu'il allait intenter des poursuites fédérales pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Et exigeant que je rétablisse immédiatement les cartes de crédit familial et que je paie le service cellulaire de Julian. Marcus Vance, un homme qui a démantelé des cadres de fortune 500 dans les salles d'audience pendant 30 ans, n'a même pas pris la peine de retourner personnellement les appels d'Howard. Au lieu de cela, il a envoyé une seule lettre formelle de cessation et d'abstention à l'adresse personnelle d'Howard par courrier recommandé. La lettre était accompagnée de copies certifiées conformes de la feuille de calcul, plan de maison 2026, et d'un avertissement explicite et terrifiant. Si Howard continuait à contacter mon bureau ou mon équipe juridique, nous intenterions immédiatement une poursuite civile pour complot en vue de commettre une fraude financière et dissimulation d'actifs dirigée par des personnes âgées contre lui et Béatrice. Howard n'a plus jamais appelé. Le silence de sa part était assourdissant. Privés de mon revenu pour combler les énormes lacunes de leur style de vie, les dominos ont commencé à tomber en succession rapide. Le premier domino à tomber a été Julian. Sans ma carte de crédit pour couvrir son forfait de données illimitées, ses abonnements de salles de sport coûteux, ses abonnements de streaming et les paiements d'assurance automobile de luxe que Clara payait secrètement en son nom à partir de notre compte de ménage. L'illusion confortable de Julian d'être un jeune homme indépendant et élégant s'est évaporée du jour au lendemain. En 60 jours, la berline sport élégante qu'il louait a été saisie par la banque au milieu de la nuit après 3 paiements consécutifs manqués. Julian a été contraint d'avaler sa fierté massive, d'abandonner ses illusions de déménager à Cabo et de prendre un emploi à temps plein au salaire minimum pour stocker des stocks lourds dans un entrepôt local juste pour payer un téléphone prépayé et un ticket de bus quotidien. L'enfant prodige a finalement été initié à la réalité écrasante du travail physique et de l'autosuffisance. Le deuxième domino a été le grand projet immobilier de Béatrice et Howard. Avec la procédure de divorce officiellement en cours et un avis formel de « li pendant » déposé contre notre propriété de banlieue,
il n'y avait absolument aucune possibilité qu'ils vendent leur maison et déménagent leur vie dans ma suite parentale. Mais leurs propres décennies de mauvaise gestion financière les ont finalement rattrapés. Ils avaient contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire à taux d'intérêt élevé 2 ans auparavant pour financer leur style de vie, en supposant qu'ils pourraient simplement effacer la dette lorsqu'ils coloniseraient ma maison. Confrontés à des taux d'intérêt exorbitants et sans gendre riche pour les renflouer, ils ont été contraints de vendre leur maison familiale à un prix très réduit sur un marché en rapide refroidissement. Après avoir remboursé leurs dettes massives, les agents immobiliers et leurs propres frais juridiques, il n'y avait pas de fonds en fiducie massif de 300 000 $ pour Julian. L'argent était parti. Béatrice et Howard ont été contraints de déménager dans une maison mobile exiguë et démodée de 2 chambres à la périphérie du comté. Howard, l'homme qui passait chaque Thanksgiving à me faire la leçon sur ce qu'il faut pour être un vrai pourvoyeur riche tout en buvant mon scotch cher, a dû prendre un emploi à temps partiel comme préposé à l'accueil et vérificateur de reçus le matin dans un grand magasin de détail juste pour couvrir le coût des médicaments quotidiens de Béatrice et des services publics. L'effondrement final et peut-être le plus dévastateur a été la position sociale de Clara dans la communauté. Environ 2 mois après le début de la procédure de divorce, alors que la médiation ordonnée par le tribunal stagnait en raison du refus obstiné de Clara d'accepter nos conditions de règlement, j'ai reçu un email inattendu. L'expéditeur était Pénélope, la demoiselle d'honneur de Clara et sa plus proche confidente depuis l'université. L'email de Pénélope était bref, mais il portait la force destructrice d'une boule de démolition. La ligne d'objet disait « Harrison, je suis vraiment désolé. Tu dois te protéger ». En pièce jointe à l'email se trouvaient 38 captures d'écran haute résolution d'un fil de discussion de groupe privé intitulé « Reine de banlieue », composé de Clara, Pénélope et 4 autres épouses du quartier. Pénélope a expliqué dans le corps de l'email qu'elle avait regardé Clara passer des années à mentir sur moi, à se moquer de ma nature calme et à se vanter de la facilité avec laquelle j'étais financièrement manipulable. Pénélope a écrit qu'après avoir vu Clara essayer de me dépeindre comme un monstre abusif sur les réseaux sociaux tout en complotant en privé pour saigner mes actifs dans le divorce, elle ne pouvait plus rester silencieuse en bonne conscience. J'ai ouvert les pièces jointes et ce que j'ai lu a solidifié chaque décision que j'avais jamais prise. Dans un fil de discussion datant de la nuit de la fête d'anniversaire de Julian, l'une des épouses avait demandé à Clara pourquoi Harrison ne buvait pas de champagne avec les invités. Clara avait répondu « Oh, Harrison est dans la cuisine en train de nettoyer les boîtes du traiteur. C'est en gros un majordome vivant qui paie toutes les factures. Je le garde parce qu'il a un excellent crédit et aucune colonne vertébrale. Tant que je lui jette un os une fois par an, il reste silencieux et continue de déposer son chèque de paie. » Dans un autre fil de la matinée de mon 34e anniversaire, Pénélope avait demandé à Clara dans quel restaurant cher elle m'emmenait pour le dîner. La réponse de Clara était glaçante. Je ne dépense pas d'argent pour lui. J'ai pris une pizza surgelée chez Kroger pour 99 cents. Il est si peu exigeant qu'il ne le remarquera même pas. Pourquoi gaspiller un bon steak pour quelqu'un qui ne sait même pas célébrer? Je n'ai pas ressenti de colère en lisant ces messages. J'ai ressenti une validation profonde et libératrice. J'ai transféré l'intégralité de l'archive directement à Marcus Vance. Marcus a imprimé les captures d'écran, les a jointes comme pièces à conviction certifiées à notre déclaration financière pré-procès obligatoire, et les a signifiées au nouvel avocat d'aide juridique à bas prix de Clara. Lorsque Clara et son avocat ont réalisé que ces messages hautement toxiques seraient lus à voix haute en audience publique, inscrits au dossier public permanent et exposés à chaque connaissance mutuelle et contact professionnel qu'ils avaient dans l'État, le combat a été instantanément terminé. Clara a signé l'accord de divorce 48 heures plus tard. Elle est repartie sans pension alimentaire. Elle est repartie sans aucune réclamation sur mes futurs actifs de retraite, ma pension ou mon nouveau salaire d'entreprise. Elle s'est vue attribuer 100% de la dette de carte de crédit frauduleuse de la fête de Julian. Après la finalisation de la vente de notre maison conjugale, mes contributions prénuptiales ont été remboursées intégralement, laissant à Clara un maigre chèque de 12 000 $. À peine assez pour couvrir ses frais de déménagement et le premier mois de loyer d'un studio délabré au-dessus d'une laverie automatique bruyante dans la partie industrielle de la ville. La femme qui avait traité ma vie comme un complexe tout compris était officiellement en faillite, dépouillée de son statut social et complètement seule avec les lourdes conséquences de sa propre cruauté. Le temps a une manière remarquable, presque magique, de nettoyer les débris d'une vie en ruine et de révéler le sol solide et fertile en dessous. Une année complète et ininterrompue s'est écoulée depuis la nuit où j'ai quitté cette maison, laissant une pizza surgelée transpirer sur le comptoir Stratify. 12 mois d'air pur,
de travail utile et de guérison tranquille et délibérée. Aujourd'hui, c'est le matin de mon 35e anniversaire. Je me suis réveillé à 7 heures du matin dans mon appartement, non pas au son de chuchotements colériques dans le couloir ou à la vibration fantôme d'un message texte passif-agressif entrant, mais à la chaude lumière dorée du soleil se déversant sur mes parquets et au doux son rythmique des oiseaux à l'extérieur de ma fenêtre. Ma maison est entièrement la mienne. Chaque meuble, chaque livre sur l'étagère, chaque tasse à café dans le placard a été choisi par moi, payé par moi, et existe dans un espace où le respect mutuel est la base absolue de l'existence. Je suis sorti du lit, je me suis douché, je me suis habillé de vêtements confortables et j'ai descendu la rue pavée en direction de Valérie Esbro. Au cours de la dernière année, Valérie et moi avions construit quelque chose de rare, de beau et de profondément précieux. Ce qui a commencé comme des conversations quotidiennes autour d'un café a lentement et organiquement évolué en longs dîners, en randonnées le week-end dans les parcs d'État, et en conversations profondes et honnêtes sur la vie, les limites et ce que signifie vraiment être un partenaire de soutien. Valérie avait bâti son entreprise à partir de rien, à force de courage et de résilience. Elle n'avait pas besoin d'un pourvoyeur. Elle ne voulait pas d'un distributeur automatique humain. Elle voulait un égal. Elle a vu ma force. Elle a respecté mes limites. Et pour la première fois en 35 ans de vie, j'ai su ce que c'était que d'être vraiment vu, apprécié et aimé pour qui je suis plutôt que pour ce que je peux fournir financièrement. Quand j'ai poussé la lourde porte en bois du café, la cloche en laiton a sonné avec ce ton familier et accueillant. Le magasin était fermé au public pour la matinée. Valérie se tenait derrière le comptoir, portant un tablier saupoudré de fleurs, ses cheveux foncés attachés et un sourire radieux illuminant tout son visage. Au centre du comptoir en bois se trouvait un magnifique gâteau au chocolat noir maison à 3 étages, décoré de framboises fraîches et brillant de 35 bougies allumées. « Joyeux anniversaire, Harrison », a-t-elle dit doucement, en contournant le comptoir et en m'enlaçant le cou. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré l'odeur de café torréfié et de vanille douce, et je l'ai serré fort. Le contraste entre ce moment, entouré de chaleur, d'honnêteté et d'amour sincère, et le silence froid et désolé de mon 34e anniversaire, était si profond qu'une seule larme s'est échappée de mon œil et a roulé sur ma joue. Ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme d'une gratitude immense et écrasante. Plus tard dans l'après-midi, Naomi et mon équipe du cabinet de conseil m'ont emmené dans un restaurant de grillades haut de gamme du centre-ville pour célébrer à la fois mon anniversaire et la réussite de notre équipe dans la conclusion d'un contrat éducatif à l'échelle de l'État. Nous avons levé nos verres de Cabernet millésimé, riant et partageant des histoires. J'ai regardé autour de cette table des gens qui respectaient mon esprit, appréciaient mon leadership et me traitaient avec dignité. Quand je suis retourné à mon appartement ce soir-là, il y avait une petite enveloppe manie dans ma boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture en boucle de Clara. J'ai monté l'enveloppe, je me suis fait une tasse de thé à la camomille, et je me suis assis sur le balcon alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, peignant le ciel de teintes profondes de violet et d'ambre. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule lettre de 3 pages écrite sur du papier bon marché. J'ai lu les pages. C'était une leçon magistrale de rationalisation narcissique persistante. Elle a longuement écrit sur la dureté de la dernière année pour elle, sur la façon dont elle luttait pour joindre les deux bouts à son travail administratif, sur la misère de Julian à l'entrepôt, et sur la santé défaillante de Howard dans le parc de maisons mobiles. À la page 2, elle a livré sa dernière tentative pathétique de non-excuse. Harrison, je réalise maintenant que je t'ai peut-être pris pour acquis, mais tu dois comprendre que tu as toujours été si indépendant, si complètement autosuffisant, que tu ne m'as jamais donné l'occasion de te montrer à quel point je tenais à toi. Si tu m'avais juste dit ce dont tu avais besoin, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce que nous avions me manque. Peut-être qu'une fois que la poussière sera retombée, nous pourrons nous retrouver pour un café et essayer d'être amis. J'ai fixé la lettre pendant un long moment. Elle n'avait toujours pas compris. Même après avoir tout perdu, même après avoir vu toute sa vie démantelée pièce par pièce, elle était toujours fondamentalement incapable d'assumer une véritable responsabilité. Elle croyait toujours que ma compétence était le crime et que sa négligence n'était qu'un malentendu innocent. Je n'ai pas ressenti la moindre colère. Je n'ai pas ressenti de satisfaction vengeresse. J'ai ressenti une indifférence absolue et complète. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas gardé la lettre dans une boîte à souvenirs. Je me suis simplement levé de ma chaise, je me suis dirigé vers la poubelle de la cuisine et j'ai jeté les 3 pages directement dans la poubelle,
juste à côté du marc de café vide. Ce chapitre de ma vie n'était pas seulement clos. Il avait été définitivement incinéré. Je suis retourné sur le balcon, je me suis appuyé contre la rambarde et j'ai levé les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne clair. J'ai réalisé que la pizza surgelée que Clara avait laissée sur mon comptoir il y a un an était le plus grand et le plus transformateur des cadeaux que l'on m'ait jamais fait. Si elle m'avait montré ne serait-ce qu'une once de fausse gentillesse, si elle avait acheté un cupcake à 5 $ à l'épicerie et souri, je serais peut-être resté dans cette maison pendant encore 10 ans. Je leur aurais permis de coloniser ma maison, de vider mes économies, de me forcer au sous-sol et de réduire toute mon existence à un tremplin pour leur enfant prodige. Sa cruauté non masquée a été l'onde de choc qui a brisé ma complaisance. Elle m'a forcé à comprendre la leçon la plus vitale de la vie d'adulte. Votre valeur en tant qu'homme ne se mesure pas à la quantité de manque de respect, d'abus et d'exploitation que vous pouvez endurer tranquillement au nom de la loyauté. La vraie force n'est pas de souffrir en silence pour maintenir la paix pour des gens qui profitent de votre douleur. La vraie force est d'avoir le respect de soi radical pour reconnaître quand une table ne vous sert plus avec honneur et d'avoir le courage de se lever, de faire ses valises et de s'en aller pour toujours. J'ai survécu à la trahison. J'ai démantelé l'illusion. J'ai repris mon nom, mes finances et ma tranquillité d'esprit. Et pour la première fois de ma vie, je vis une histoire qui m'appartient entièrement. Merci beaucoup d'avoir écouté mon parcours. Si vous retenez quelque chose de mon expérience ce soir, que ce soit ceci, ne laissez jamais personne, surtout la famille, vous convaincre que votre seul but sur cette terre est d'être leur filet de sécurité pendant qu'ils vous traitent comme une pensée après coup. Fixez vos limites haut, protégez votre paix farouchement, et ne regardez jamais en arrière quand vous vous choisissez. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille ou dans une relation toxique? Avez-vous déjà eu un moment, pizza surgelée, qui vous a finalement réveillé à la vérité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.